Salut les pirates de la boxe et le Capitaine Crochet. Et aujourd'hui, en mode interview, avec une interview qui va avoir du cœur. Et je te dirais même un cœur de lion, parce que on a la chance d'être accompagné aujourd'hui de Yvan Mendy. Salut le lion. Salut Yvan. Salut tout le monde. Yvan, ravi de te rencontrer, ravi de t'avoir sur la chaîne parce que c'est une interview qui va un peu résonner, qui est un peu comme une célébration de ta carrière, puisque sur les réseaux sociaux cette semaine, Yvan, tu as annoncé que tu allais prochainement raccrocher les gants. Ouais. Alors, c'est une décision qui est jamais simple. Euh, Comment elle arrive à toi, cette décision? C'est ça. Déjà, ça me trotte en tête depuis quelques saisons, hein. Déjà, notamment l'après-Covid, où les deux dernières confrontations que j'ai vues déjà pendant la période Covid s'étaient soldées par des victoires au point, mais des victoires assez laborieuses. Et puis, j'avais pas boxé à ce moment-là avec le cœur. Il y avait plus cette grinta que j'avais avant, précédemment. Mhm. Et donc là, je songeais déjà à raccrocher à ce moment-là. Et là, on était juste la période fin du Covid, et ça devait être ouais, 2021. Je terminais mon contrat aussi avec RMC, avec la team Brahim Asloum. Et donc, déjà, j'y songeais là, à cette période déjà. Ouais, donc c'est quelque chose qui était là. Mais alors, nous, on est évidemment un petit peu triste et en même temps assez fier parce que franchement, t'as été un boxeur qui nous a fait vivre des belles aventures et qui, il faut peut-être le rappeler, mais tu es quand même sur 2 décennies de boxe professionnelle. Ouais, Tu commences en 2006, 2 décennies de boxe professionnelle, c'est pas donné à tout le monde, ce qui veut dire 2 décennies de diète, 2 décennies comment dire, d'être strict envers toi-même, euh, ne plus avoir comment dire, ce poids et cette rigidité dans la vie. Tu appréhendes ça avec du plaisir ou ça te manque déjà? non, il n'y a aucune intention. Euh, Après, j'ai toujours respecté ma catégorie de poids. J'ai jamais eu de soucis particuliers parce que moi, je suis un boxeur dans l'âme, hein. Même quand il y a eu des périodes déjà dans ma carrière de boxeur où j'ai pas boxé pendant X mois, je me suis pas permis de prendre ne serait-ce que 2 kilos. Donc, moi, le sport, c'est dans mon ADN, et la boxe aussi, hein. Donc, il y a toujours une activité physique. Qui est un combat ou pas. Donc, hors préparation, c'est pour ça que les quelques combats que j'ai eu dans ma carrière, appelés comme ça, entre guillemets, à l'arrache, j'ai toujours été opérationnel parce que ça fait partie de moi, l'entraînement. Et là, donc, du coup, par rapport à ça, par rapport à la forme physique, j'ai aucune appréhension. D'ailleurs, il y a les petits jeunes de la salle qui sont en train de monter. Il y en a pas mal de ma catégorie de poids et j'espère encore les servir de sparring partenaire. J'espère être toujours opérationnel pour eux, donc je me dois d'être en forme aussi. T'as ça dans le sang. Et d'ailleurs, ça t'a, quelque part, cette mentalité dans ta carrière t'a beaucoup aidé parce que ce qu'on dit quand on n'est pas dans des grosses écuries, quand on n'est pas dans les pays de boxe, quand on n'est pas. Voilà, c'est que les opportunités, quand le téléphone sonne, il faut répondre présent. Et on décide jamais, en fait, on décide jamais du timing. Et le fait d'être, ce qu'on dit ici, c'est d'être to not get ready, but be always ready, d'être toujours prêt. C'était un peu ton mantra, hein, c'était un peu ta façon d'être. Bien sûr, bien sûr. Ça, ça fait partie de moi, comme je viens de te le dire, hein. C'est vrai que on sait ce que c'est que la boxe. Quand on n'a pas une grosse sécurité derrière nous, faut se tenir prêt. À chaque événement, on peut être appelé au pied levé. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été en Ukraine comme ça, avec des semaines de préparation, en Ah, Finlande. ouais, Et, ouais. il y a eu des combats où j'ai surpris vraiment tout le monde. J'ai plus surpris l'adversaire parce que en pensant m'appeler comme ça, c'est-à-dire à 3 semaines de l'échéance, en pensant que j'étais pas prêt, ils se sont trompés parce que j'ai Exactement. toujours été là, j'ai toujours été prêt. Exactement. Et tu le disais, tu as toujours été prêt, puis quand même, ta carrière, Yvan, la carrière du Lion, est vraiment connectée à, j'allais dire au terroir, mais à
un lieu, une place de boxe en France, Pont de Saint-Maxence, ton club, et tu es devenu une figure, en fait. Quand on dit Pont Saint-Maxence, on pense Yvan Mendy. Tu peux nous parler de cette relation? Après, moi, la boxe, à Pont-Sainte-Maxence, c'est arrivé comme ça sur une action dans le quartier. Il y avait à l'époque mes entraîneurs, d'ailleurs, c'est encore mes entraîneurs aujourd'hui, donc qui sont venus Giovanni Boggia, Merzak Laribi à l'époque, quartier avec une structure métallique, un ring. Et donc, nous, on était dans le quartier en train de jouer au foot. Et naturellement, bon, on s'est initié à la boxe, on a essayé. Et puis là, j'ai accroché de suite. Et c'est vraiment la discipline qui me correspondait déjà. Parce qu'étant petit, c'est vrai que il y a le parcours de vie, il y a plein de choses aussi dans ma vie qui ont fait qu'il me fallait quelque chose comme ça, que je puisse m'exprimer physiquement. Il y a un moment où il y a eu beaucoup de soucis au niveau du comportement étant plus jeune. Et, euh, et là, le fait de trouver une structure qui arrive à me canaliser, bah, c'était l'idéal. Et donc, les choses sont bien goupillées. Ouais, et puis, comment dire, avec des gens comme tu parlais de Giovanni, qui ont vraiment des idées et qui ont vraiment une vision des choses. Euh, quand on est en 2006 et tu dis, allez, je m'engage, je deviens pro, Hum. est-ce que tu as, comment dire, euh, quelles sont tes attentes? Bah, tu sais, je passe en 2006 dans les rangs professionnels, mais faut savoir que j'ai un palmarès amateur assez moyen. D'ailleurs, on n'en a jamais évoqué ça de mon palmarès amateur parce qu'il est vraiment pas riche. Je dois avoir 24 victoires, 24 défaites et 5 nuls. Vraiment 50% de victoires, pile poil. Donc, je passe pro avec comme espoir d'être. Et dis-toi bien que je travaillais en parallèle aussi, hein. Moi, j'ai un bac pro de conducteur de ligne de production, donc je travaille en usine et tout. Et, et du coup, je passe pro. À l'époque, on est tous de la même génération. Il y avait la team Zouti, qui sont dans l'Oise aussi. Hicham Zouti, Zakaria Zouti, pareil, mon ex-membre de l'équipe de France. Il y avait Cédric Vitu, pareil, qui avait un palmarès amateur à l'époque, un superbe palmarès. Loïc Darks. Et donc, et moi, je passe pro avec eux. On est tous de la même génération. Et c'est vrai que moi, je suis, on va dire, entre guillemets, dans l'ombre de ces boxeurs-là, parce que on s'attend beaucoup à ce que eux performent. Moi, je suis le petit vent avec un palmarès amateur moyen. Donc, moi, mes ambitions, elles étaient bah, de devenir au moins champion de France. Moi, je voulais devenir champion de France. À l'époque, nous, on avait Alain Simon, qui a boxé Jean-Marc Mormec, René Janvier, etc. Mi-lourd de Pont-Saint-Maxence. Il faisait des grosses entrées tonitruantes, il rentrait sur du Freddie Mercury, c'était la classe. Et moi, j'aimais bien. Et quand je voyais ça, je me disais, bah, moi aussi, si je passe pro, il faut que je fasse un championnat de France, il faut que je sois comme lui, champion. Et d'ailleurs, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de support numérique et tout. Donc, moi, je connaissais deux noms, les Tyson, les Tito Trinidad, tous ces grands boxeurs de l'OIA, mais on ne les voyait pas forcément boxer. Donc, moi, la boxe que j'avais, c'était que la boxe dans l'Oise. Et donc, c'était quoi bah, des championnats de France, des championnats intercontinentaux, mais ça n'allait pas au-delà. Et donc, moi, en passant pro, je me disais, bah, je vais faire comme eux, je vais être champion de France. Donc, mes ambitions, elles étaient telles quelles, en fait. Et champion de France, pour moi, c'était le titre. Donc, je me disais, bah, plus tard, si je suis parent ou arrière ou grand-parent, euh, je me disais, bah, j'aimerais bien dire à mes petits-enfants ou à mes enfants, bah, j'ai été champion de France. Tu vois, c'était ça, en fait, le rêve, Yvan Mendy. Ouais, et qui allait beaucoup plus loin que ça, en fait. Qui est allé Ouais. beaucoup plus loin que ça, parce que finalement, comme tu le dis, ta carrière amateur fait que tu es sous les radars. Hum, Mais je crois que ce qui fait aussi que tu es beaucoup plus libre et libéré que hum, d'autres, sur lesquels on avait notamment Cédric Vituc, d'autres, on avait des grosses, grosses, grosses attentes qui ont été, non pas protégées, mais enfin, qui ont vécu à l'intérieur d'un cadre bien défini français, alors que toi, tu étais libre. Et donc, ce qu'on voit pas venir, alors que tu boxes énormément sur le territoire français, c'est que ben, tu as le profil du Road Warrior hum. et qu'il va y avoir des voyages box absolument ahurissants dans ta carrière qui vont écrire ta carrière. Et il y a celui-là, tu l'as déjà évoqué. En Ukraine, on est en juin
2012, et tu vas quand même affronter un mec qui restera, Victor Postol, en Ukraine, chez lui, dans des moments où, si je me souviens bien, et si je confonds pas, c'est pas la soirée où il y a aussi Paulie Malignaggi qui est là, qui boxe aussi peut-être après toi. C'est peut-être que je confonds, mais en tout Non, cas, il y a déjà des problèmes, des soucis euh, de sécurité. Enfin, c'est déjà un pays qui est, enfin, c'est chaud, quoi. C'est un peu déjà en 2012. Ce voyage pour aller affronter Postol, pour prendre de l'expérience, pour tenir avec fierté, ça a dû être dingue. ouais, bien sûr, c'était une belle expérience. Malheureusement, pareil, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais aussi appelé au pied levé. C'était à 2 semaines de la confrontation. Et honnêtement, j'aime pas ce discours-là. Je me suis fait voler, etc. Mais c'est un combat que je t'invite à regarder si tu le trouves. Parce que moi, personnellement, je me vois pas perdre. Ouais. Bon, on est chez lui, on est à l'étranger, on boxe dans un espace vraiment clos avec très peu de spectateurs. Donc, il n'y a pas de télévision, il n'y a quasi rien. Mais c'est un combat que je t'invite à voir si tu arrives à le trouver. Mais honnêtement, voilà, c'est un combat où honnêtement, je ne me suis pas trop senti en difficulté et je me vois légèrement devant. Mais bon, après, chacun a ses opinions. Oui, C'est oui, mais bah, de toute façon, tu sais, oui, en allant chez lui, oui, voilà, effectivement, c'est toujours ça le désavantage qu'on a, c'est qu'on est obligé de se jeter dans la gueule du loup. mm, Et effectivement, c'est très très dur, euh, évidemment. Mais je pense que malgré tout, cette expérience ukrainienne, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'elle joue pas son rôle à ton avantage 3 ans plus tard, quand tu vas faire quelque chose d'immense? J'étais déjà sur YouTube à l'époque. Tu es dans une énorme réunion à Londres. Et encore une fois, je crois qu'on t'a appelé aussi au pied levé. Enfin, si je me souviens bien, c'est 3 semaines où on t'appelle. Ah, Yvan qui est problème de connexion. Yvan, mais ce 12 décembre 2015, où tu vas à Londres contre Luke Campbell, euh, ben, je pense que Luke Campbell, Matchroom, n'ont pas conscience de l'expérience que tu as déjà emmagasinée, et bien que, sûr. et que tu vas sortir un immense combat qui restera dans l'histoire de la boxe française. Luc Campbell, qui est évidemment protégé par Matchroom, qui est un champion olympique, et qui va l'avoir mauvaise. Et pour ce soir-là, tu fais un combat extrêmement dur et tu es devant ton. Moi, j'avais été très impressionné par ton ring General Chip ce soir-là. C'est un combat et il y a ce fameux 5e round où il met un genou à terre. Tu lui fais mettre un genou à terre, évidemment. Euh, c'est inoubliable ça. Enfin, en tout cas, pour nous, pour le fan de boxe en France, c'est inoubliable. Et pour toi? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, euh, eux l'ont bien joué hein, au niveau de la stratégie, dans comment je peux dire ça, dans l'élévation de, de la carrière de Luke Campbell. Moi, j'étais le bon mec à prendre parce que il y a eu précédemment 2 combats qui se sont soldés par des échecs. J'étais un très bon boxeur parce que j'étais, je crois, à l'époque champion de France, 5 fois champion de France, mais il y a eu cette défaite-là face à Postol qui est devenu champion du monde après. Ensuite, il y a eu une défaite en Finlande. Pareil, il y a ce combat aussi entre deux où je suis quand même pareil à l'arrache à la dernière minute. Une semaine de préparation sparring, on fait les valises, allez hop, on va en Finlande et je fais quasi jeu égal avec le champion d'Europe à l'époque, Eddie Ouais. Stade. Tadley. Même eux, ils ont joué avec le feu. Et donc, tant mieux pour eux, ils gagnent. Et en fait, eux, ils se disent, les Anglais, bah, on va boxer un boxeur français. Il a un très bon palmarès. Il va te faire monter dans les classements parce qu'il perd de peu à chaque fois à l'étranger. Et puis, c'est peut-être un boxeur qui est pas fort à l'étranger. Voilà, je pense qu'ils ont calculé un petit peu comme ça. Mais à l'époque où je le boxe,
Rappelle-toi, il y avait eu les attentats du 7 novembre, je crois. Oui, c'est À vrai. cette là il y avait une grosse soirée aussi qui a été annulée en France, une soirée organisée par MK Event, Malamine Koné. Et donc, et je devais boxer ce soir-là un copain, Daoud Asso, gaucher, médaille olympique, à peu près la même Du morpho nord de la France. que Luc Ouais. Campbell. Donc, il y a eu ce début de préparation face à Daouda. Voilà. Et malheureusement, le gala tombe à l'eau suite aux événements des attentats et tout. Mais euh, je reste focus quand même parce qu'on se dit, voilà, moi je m'entraîne régulièrement. Donc une semaine après, on reçoit la proposition des Anglais et eux ils ont décidé comme ça sans savoir que j'étais en pleine préparation. Ils se sont dit, bon, on va le prendre comme ça. Alors que là, j'étais préparé éventuellement pour boxer un gaucher, pareil, avec la même morpho. Donc tant mieux. Puis là, c'était le summum pour moi. Ouais. Ouais, parce que enfin, on sent une solidité. Ce soir-là, on sent une solidité chez toi et t'es, comment dire, bah, tu es en contrôle et en maîtrise, quoi. Hum. Vraiment en maîtrise. Oh, ça se sent, enfin, ça s'est vraiment ressenti. Moi, j'en garde le souvenir. Tu te sentais vraiment très, très bien sur le ring. Ouais, bah, c'est une période où je devais avoir. J'étais vraiment dans la force de l'âge, hein. Là, franchement, je le dis souvent, mais on a parlé de championnat du monde après et tout. Mais c'est à cette période-là, entre mes 29 et mes 32, 33 ans, où j'étais vraiment fort. Même là, il y a pas longtemps, j'en discutais avec mon entraîneur. Moi, j'ai du mal à regarder mes combats parce que je n'arrive pas à faire une autocritique. Je suis un peu dur Ouais. avec moi. J'aime pas, donc à chaque fois, je m'embrouille moi-même, j'ai l'impression. Mais lui, il a revu le combat 1 récemment et il disait que au niveau de l'intensité des coups, le débit, c'était pas comme aujourd'hui. Et bah, après, voilà, il y a eu un déclin, je pense, avec l'âge, avec les blessures, Ouais. notamment au doigt. Et, mais mais c'est la période où vraiment où je me sentais vraiment fort. Là, quand tu es plein de confiance. On est parti là-bas. Franchement, on était plus que serein. La veille, on est parti manger sur le bord de la Tamise. On s'est fait un resto, tout ça, rigolade. Mais vraiment, tu vois, quand tu te sens fort, en fait, tu es prêt à boxer tout le monde. J'étais vraiment dans ce truc-là. Et bah, après, malheureusement, il n'y a pas eu de suite à Non, mais ça. ce soir-là, ça a un gros impact, hein. Et puis même, le fait que ça se passe à l'O2 Arena, et d'ailleurs, tu es un des rares Français à avoir boxé à l'O2 Arena, et tu es un des rares Français à avoir boxé dans des lieux extrêmement prestigieux, on en parlera plus tard. Mais euh, il y avait une masse de journalistes, parce que juste après, il y a Anthony Joshua, Ouais, qui boxe, et il y a un retentissement. Puis tu prends le haut de Luke Campbell à ce moment-là, et c'est un très très gros retentissement. En tout cas, en Angleterre, c'est un énorme retentissement. Et il n'y a pas comment, il y a pas à chier. Tu as clairement gagné ce combat. C'est une énorme victoire, et c'est une énorme victoire française de ces 20 dernières années, hein. bien sûr. Même, et après, ce que j'aimais, c'est un peu cette considération parce que euh, tu es dans la cour des grands. Quand je regarde à l'époque, il y avait eu la conférence de presse. À côté, à ma gauche, il y avait Diane White. À ma droite, Luc Campbell. Il y avait Paulie Malignaggi. Donc, Ouais. quand tu es avec eux, tu te sens, je sais pas, je me suis dit, ah bah, j'ai- tu vois, quand tu montes progressivement dans ta carrière, tu te dis, bah, j'aimerais bien être dans une grosse soirée. J'ai fait les Voilà. grosses soirées françaises. Et puis là, maintenant, je suis dans une grosse soirée anglaise avec les meilleurs boxeurs Une autre mondiaux. dimension. Puis, franchement, après, moi, dans mon caractère, j'ai jamais eu peur de l'homme, en fait. Tu vois, tu peux ramener n'importe quel boxeur, Gervonta Davis, même s'il frappe comme un sourd. Je suis face à lui, c'est un truc que je vais kiffer. Je vais pas avoir d'appréhension parce que j'ai confiance en moi dans ma préparation et tout. Et donc là, j'étais vraiment serein. J'étais serein, même en rentrant dans la salle, en voyant tout le monde, parce que ça peut être impressionnant, rentrer dans une salle où tu as 22 ou 23 000 personnes pour l'anglais, puis toi tu rentres un peu comme ça en mode outsider. Euh, Ça peut impressionner, mais nous on était une toute petite équipe, on n'était pas beaucoup, les copains qui sont venus.
plus la team BCOP. On était 10 contre 3000 personnes, mais ça faisait penser aux 300. Tu vois, on est une petite équipe, mais on se sentait tellement solide. Même après, Mais ça ça, a toujours. ça, c'est dû. Hein. Enfin, moi, j'en garde le souvenir que ça s'est vu et ça a été quelque chose, ça a été quelque chose d'un très, très beau souvenir, en tout cas, que tu nous as donné. Et puis, ce qui t'a permis aussi, Yvan, de monter dans les rankings, de monter là et de devenir un nom, en tout cas, connu de tous. Et moi, j'aimerais te poser une question que j'ai pour moi depuis des années. Parce que je m'en souviens très bien. Je suis déjà sur les réseaux sociaux, voilà, comme un addict aux réseaux sociaux, box, voilà. Et je me souviens très bien d'une soirée, et ça a tenu le temps d'un jour, on est en 2017, et avec la WBC où tu es vraiment très, très bien monté, paraît-il qu'il y avait un accord trouvé ou au moins une négociation pour boxer ce gars, Mickey Ouais, Garcia. hum. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de la rumeur ou est-ce que effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé et on est passé proche d'avoir Ivan Mendy contre Mickey Garcia en 2017-2018? Ouais, bah, c'était vraiment proche parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais classé dans les rangs de la WBC. J'étais Voilà. classé numéro un. Et à l'époque, je ne sais plus comment étaient les classements, mais il n'y avait pas de challenger. Ça faisait Oui. champion. Et derrière, c'était Ivan Mendy, numéro un VBC. Et donc, j'étais légitime de le boxer, j'étais éligible. J'ai pas triché, j'ai respecté toutes les cases. Et puis, je pense que du fait que je sois Ivan Mendy, le petit mec de Pont-Sainte-Maxence, c'est une affiche qui n'est pas bankable. C'était difficile, ouais. Surtout aux États-Unis. Et puis lui, surtout Voilà. Mickey Garcia, il essayait de monétiser au max ses titres à cette époque-là. Et lui, Publié. c'était la vitrine de la VBC. Donc, il a fait des choses qui sont pas trop acceptables, mais qu'est-ce que tu Ouais, veux? Moi, je peux rien faire. J'ai beau prendre un avocat, mais on n'avait pas un gros poids, si je peux. bien sûr. Donc, lui s'est permis de, tout en conservant le titre VBC, d'aller boxer en super léger, en IBF, dans d'autres catégories de poids, dans d'autres fédérations, tout en conservant le titre bien au chaud et en le défendant peut-être, je sais pas, 3 fois en 3 ans. Et moi, je suis là à attendre. Et qu'est-ce que tu veux faire du coup? À qui on va se plaindre? Donc du coup, tu ronges ton frein et puis tu restes comme ça, t'entraîner en espérant. Donc Mais, normalement, ça devait se faire et puis il y a eu des discussions, mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. mais justement, question, tu sais, parce que ça devient un what if, mais comment dire, je ne sais pas si tu avais commencé une préparation le concernant, mais si tu avais dû boxer Mickey Garcia, quelle aurait été quelle aurait été ta stratégie? Comment tu voyais les choses? Bah, déjà, être vraiment solide, ça c'est un truc qui me correspond, être dur physiquement. Et puis j'aurais pris des sparring peut-être un peu plus lourds. Dans sa boxe quand même, il est un peu prévisible. Ouais. On voit un peu ce qui se passe. Moi, c'est son arme, hein. Après, je regarde, je m'inspire aussi de Garcia parce qu'il y a des choses qui fait que j'aime bien. Il a un gauche-droite qui est assez terrible. Ah oui, Avant, arrière, un peu en très bon piston, timing. Ouais. un petit peu avec le poids du corps, il termine bien avec son bras arrière. Ça, c'est une combinaison quand même, pour moi, qui est la plus dangereuse de Mickey Garcia. Donc, après, moi, j'aurais fait une préparation, j'aurais pris que des mecs avec ce profil-là et j'aurais peut-être forcé les sparring à boxer, à imiter le Garcia. À Parce que imiter le Garcia. Oui. c'était un boxeur vraiment dur, dur au mal. Et, et puis en cutting, ça aurait été dur aussi. Moi, je suis à la base, je boxe en léger, mais si je me pèse là tout de suite, sans forcément m'entraîner quotidiennement, tu vas voir, hein, je suis à 61 kilos. Hein. Moi, je suis un faux léger. Hein. Je dis tout le temps, mes copains, la super plume, ils sont tous plus gros que moi. Toi Exactement. bien, on est 5-3 à la salle. Il y a Abdourahmane Ndiaye qui est en super plume. Il y a Guillaume Frénois, il y a Hugo Legros qui est en super coq, qui sont tous plus gros que moi. Donc, c'est vrai Mais que tu as quand même boxé à ton désavantage complet parce qu'on est dans une période de cut weight, on est dans une période où évidemment personne ne boxe à son poids naturel. Et en fait, tu as un des rares.
et souvent c'est des Français d'ailleurs, tu es un des rares sur le plan mondial qui a vraiment boxé à son poids naturel, quoi. Bien sûr, bien Et, sûr. et ça, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne comprendraient pas en quel point c'est un désavantage? Ouais, bah, moi, après, dans mon sport, c'est la sens, tu boxes à la sensation. Moi, j'arrive, je me pèse la veille, le lendemain, je suis à plus 1,5 kg. Je récupère un peu d'eau, mais c'est une catégorie dans laquelle, c'est un poids dans lequel je me sens vraiment solide, je me sens fort. Donc, honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt de prendre 3-4 kilos supplémentaires pour essayer de faire plus mal. Euh, voilà, je me suis senti toujours bien comme ça et voilà, ça m'a réussi. À partir du moment où là, ça aurait été peut-être difficile, il aurait eu des défaites avant la limite ou, euh, où il m'aurait mis en difficulté les différents boxeurs que j'ai affrontés. Là, il y a une remise en question. Mais là, donc, c'est un truc qui m'a jamais trotté. Mais après, on sait qu'à l'international, quand je parle international, bah, j'inclus outre-Atlantique, hein. Et là, tu sais que le cutting, c'est pas du cutting européen, c'est du gros cutting. C'est du plus Oui. 7, plus 8. Et là, peut-être que voilà, ça m'aurait pas avantagé ça, face à un boxeur comme Garcia. Effectivement, effectivement. Dis-moi, on connaît ton style, tu es un vrai guerrier, tu portes très bien ton surnom de lion, mais en termes de goût, c'est-à-dire, euh, est-ce que on n'a jamais vraiment su, Yvan, quels étaient tes boxeurs qui t'ont inspiré, enfin, d'inspiration, les boxeurs que tu as aimés ou que tu aimes encore regarder, t'inspirer. C'est quoi ton top 5, par exemple? J'ai pas vraiment de top 5 parce que j'ai Oui, toujours un exemple, hein. je regarde beaucoup de boxe et je m'inspire de tout le monde. Moi, j'aime bien Loma. Il a un débit de coups, mais voilà, il a une mobilité du buste que j'aime bien. Il prend pas énormément de coups. Il a un QI box, mais vraiment bien. Tu vois, je peux regarder un boxeur comme Loma et à côté, en parallèle, je vais regarder un Tank. Parce que Tank, j'aime bien sa gestion. Il met pas beaucoup de coups. Il arrive bien à temporiser les phases d'attente et les phases où il travaille. Et pour moi, Oui. c'est un style vraiment que j'aime bien parce que il a une attitude de branleur, mais c'est pas du tout un branleur. C'est hyper intelligent ce qu'il fait, hein. Il attend, il temporise, il recharge. Dès que la barre elle est à fond, là il épuise toute la barre. Il fait en sorte d'abréger le combat. Si ça va pas, bah, il prend le temps. Il attend, il temporise. Et puis j'aime bien ce truc-là. Après, je peux regarder actuellement, je regarde beaucoup Inoue et le japonais qui frappe comme une mule, qui a un saké gauche droite aussi. J'aime bien. Il y a les Ukrainiens aussi. Ça, c'est dans une autre catégorie de poids. Mais Yudik, j'aime bien l'intelligence, les décalages qu'il fait, gauche-droite, comment il gêne avec son bras avant. Il rentre à l'intérieur, il repart à l'extérieur. Il rend fou les boxeurs comme ça. J'ai pas vraiment de. Un boxeur que j'ai beaucoup regardé aussi dans son début de carrière, c'est Canelo. J'aimais bien. Euh, voilà, Terence Crawford. Tu vois, donc il y a tellement de noms. Et puis Je comprends ce que tu veux dire. dans chaque catégorie, il y a un boxeur qui sort du lot. Et il y a des catégories de poids actuelles où ça s'équilibre un petit peu, tout le monde peut battre tout le monde. Mais tu as ces quelques noms que j'ai sortis, c'est ces gars-là qui m'ont aussi inspiré. Parce que quand, quand tu regardes la boxe, il faut te regarder. Tu ne peux pas boxer, tu peux pas imiter qu'un boxeur en particulier. Moi, c'est bon, c'est ce que j'aime en fait. C'est Mais toujours dans le cas, clocher un peu chez tout le monde. ouais, mais dans le cas, parce que tu as commencé avec Loma et Gervonta Davis, bah, dans le cas d'une future opposition, on aimerait avoir le pronostic d'Ivan Mendy. Loma contre Tank, ton prono. Ah, moi, honnêtement, je m'étanque. Je m'éteins parce il est dur physiquement. Il peut laisser frapper, il peut le laisser frapper. Et il y a toujours un moment où il va nous sortir un truc. Mais voilà, on l'a déjà vu face à Romero où il n'était pas forcément devant. Face à Ryan Garcia, il n'était pas forcément devant. Et puis, c'est un puncher dans l'âme. Un puncher, il s'en fout. Il peut démarrer comme un branleur. Quoi qu'il arrive, il a le punch pour lui. Et là, je vois honnêtement personne qui peut le mettre en difficulté à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Le roi peut gagner si il se met en mode pur boxe amateur, boxe éducative. Tu vois, où il boxe vraiment à la touche. Parce que Gervonta, c'est des mecs qui frappent, qui ont besoin de se poser pour frapper.
Si tu lui laisses pas l'opportunité de se poser, là, tu peux l'avoir. Mais après, courir 12 rounds, il faut avoir un coffre énorme. Donc, Ouais. et je mettrais une pièce pour Et Gervonta. puis, ouais, et puis il coupe de mieux en mieux le ring, je trouve aussi, Gervonta. Enfin, moi, c'est mon pronostic aussi. J'irai sur Tank dans ce combat qu'on attend avec impatience. C'est un des combats que j'attends le plus avec impatience. Je sais que toi aussi. Et on parle vraiment du mec plus ultra de la boxe. Si je Et, peux me permettre, Captain, 2 secondes. oui. 2 secondes. Comment tu vas? Ah ouais, c'est bon. Entraîne-toi. Hop. 2 secondes, évidemment. Et il est de retour. Voilà. Et il y a des boxeurs qui s'entraînent autour de Yvan, c'est bien normal. Yvan, tu as connu, comment dire, tu es un de ces boxeurs français qui a connu aussi le Nec Plus Ultra en termes de prestige et en termes de lieu. Parce que, il faudra le dire aussi, pour la boxe française, un gros duel, encore une fois, de ces 20 dernières années, parce qu'on est dans une période où, historiquement, parfois, on trouve qu'il y a des manques, mais quand on cherche bien, il y a des belles choses. Il y a un gros duel, et Luke Campbell contre Ivan Mendy ou Ivan Mendy contre Luke Campbell, c'est un gros duel qui restera. Il y a eu ce deuxième combat qui est plus difficile, mais en même temps, ça prouve aussi beaucoup de toi, parce que Luke Campbell fait certainement une de ses meilleures prestations pour réussir à avoir une décision contre toi. Il est obligé de faire sa meilleure prestation, une prestation qu'il n'a jamais réussi à faire contre un Linares, qu'il n'aura pas réussi à faire contre un autre. Voilà. Donc, évidemment, c'est frustrant, mais toujours est-il que il n'y en a pas beaucoup des Français qui ont boxé au Wembley Stadium. Il n'y en a pas Bien sûr. beaucoup. Et ça, au-delà du combat, c'est une expérience de vie qui doit être absolument hallucinante. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens de ça? Bah, quand je suis sur le moment même, je t'avoue que je suis tellement focus dans le combat que j'arrive pas à me dire. Tu vois, après, chez moi, il y a eu un travail quand même personnel où je me suis focalisé vraiment entre le vestiaire et le ring, les 60 mètres qui séparent, les 100 mètres qui séparent les deux espaces. Je me suis dit, il faut pas que je m'amuse à regarder dehors, à Ouais. kiffer, parce que c'est ma place. Faut pas que je sois là en mode première fois que je fais une grosse sortie. Je suis le boxeur qui est un peu en mode Ouais, il ne faut touriste. pas que tu deviennes spectateur de toi-même, effectivement. Voilà, spectateur de moi-même. Ça, c'est un truc, vraiment, je me suis interdit. Et donc, j'ai pas vraiment été impressionné. Même pour te dire, hein, il y a Brahim Asloum qui était avec nous à l'époque, pareil, au stade. Il vient me voir dans les vestiaires, il me dit, Yvan, il faut que tu sortes, tu t'imprègnes un petit peu de l'ambiance, parce que ça peut être impressionnant, il y a du monde et tout, donc sors, tu restes un petit peu dans le stade, tu tournes un peu et tu reviens. Et je lui dis, non, tranquille. Même lui, il a été un peu surpris, il a fait une tête bizarre. Mais maintenant, on en rigole, mais j'avais pas besoin de ça, en fait. Je suis là où je dois être. Et c'est normal que je sois là. Donc, je ne dois pas être impressionné d'être dans un stade de 80 000 personnes. Je suis tout à fait légitime. J'ai travaillé pour en arriver là. J'ai fait le taf. Euh, il y a eu des moments compliqués, notamment pour être champion de France, pour gravir les échelons. Ça a été compliqué. Donc, j'ai pas triché. J'ai fait tout dans les règles. Maintenant, j'arrive à Wembley. Il ne faut pas que je sois impressionné. J'arrive, je suis comme un pensée de Maxence. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais un peu plus comme ça, mais là, avec le recul, maintenant, je me dis, ouais, c'est ouf quand même, parce que je suis parti des rares Français à avoir boxé devant autant de monde. Et en plus, 2 fois dans ma carrière, 2 fois, j'ai fait 2 stades de foot. Quand tu cumules les spectateurs, ça fait voilà, une centaine de milliers de personnes, donc c'est vraiment impressionnant. Mais sur le fait, non, sur le fait, j'avais tellement faim que, que ça, je faisais abstraction. Ouais, effectivement, et ce qui fait que tu as réussi, alors comme tu le disais au début de notre entretien, que ta carrière amateur ne pouvait pas le prédire, mais ce qui fait que tu as eu une carrière qui sort de l'ordinaire clairement sur le territoire français, et qui même, je te dirais que de mon côté, en tant que fan et en tant qu'observateur, qui m'a fortement impressionné, parce que sur le plan français, sur le plan européen, et même mondial, tu les as tous affrontés, mais il y avait parce que tu fais partie d'une génération où je t'aurais tellement vu bien évoluer contre un Robert Easter Jr., contre Lipinette,
que ça aurait été un énorme combat. Est-ce qu'il y avait ou Linares, est-ce qu'il y avait un de ces mecs que tu avais vraiment envie de prendre parce qu'ils étaient là, on les voyait dans les soirées PBC, notamment beaucoup dans les soirées PBC, mais quand tu le voyais à l'écran, tu dis mais bordel, mets-moi en face de ce mec-là et je le prends et je vais à la gagne. Est-ce qu'il y avait un mec au-delà des grandes stars, mais toute cette génération gauche, Easter Junior et tout ça, qui tu te disais bordel, donnez-moi. Tu sais que il y a un moment, la catégorie, ça tournait beaucoup. Il y a eu beaucoup de monde dans les poids légers. D'ailleurs, tu as Terence Crawford qui était champion du monde en léger. Il n'y avait même pas d'attractivité pour qu'il reste en léger. Il a changé de catégorie de poids. Et je pense que à cette période-là, c'est là où j'aurais pu faire quelque chose parce que tu avais Comey, tu avais Ster Junior, tu avais les Nagan, Anthony Crolla, tous ces boxeurs-là, je suis sûr que c'était le moment de les prendre. Et puis moi, j'étais hyper fort, où j'étais au summum de ma carrière. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'aurais dû avoir cette chance mondiale parce qu'ils étaient prenables, honnêtement, sans prétention. Hein. Non, t'as raison de le dire. J'étais pas impressionné. Je me dis, bah, ça s'équilibre en fait. Yvan Mendy Crolla, Yvan Mendy Flanagan contre Comet, ça fait un beau combat, mais tu veux pas. Comet, ça aurait été un super combat. Easter Junior aussi, je pense que tu l'aurais eu. Ouais. Voilà, tu peux pas pronostiquer en avance, je vais les battre ou eux vont me battre. C'était vraiment indécis. Donc, je pense qu'à cette période-là, c'est le moment où j'aurais dû avoir cette chance mondiale. Ouais. Bon, en tout cas, pas de regret parce que et je tenais à faire cette interview. Je fais pas beaucoup d'interviews en ce moment, mais je tenais à faire cette interview quand j'ai vu ton quand j'ai vu ton annonce parce que il faut vraiment nous en tant que fans et vous qui regardez l'émission en tant qu'amateurs de boxe francophone et français évidemment que vous reconsidériez le parcours d'Yvan qui est un parcours absolument hors du commun et Yvan, je tenais vraiment à te féliciter encore. Et vraiment, tu pars avec, comme je pense que tu peux avoir beaucoup de satisfaction, tu fais un très bon choix et que tu nous as écrit une très belle carrière. Et je pense que les petits jeunes autour de toi, là, parce que tu nous appelles, tu es en direct de ta salle, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à prendre de toi et c'est très bien ce que tu transmets en ce moment. Yvan Mendy, futur entraîneur, c'est ce qu'on peut prévoir pour toi? Oui, bien sûr, c'est ce actuellement. Après, je t'avoue que cette casquette-là, elle est un peu compliquée parce que je pense beaucoup comme un compétiteur. Bah, en même temps, je suis encore dedans, mais je pense beaucoup comme un compétiteur. Et puis, j'ai hâte d'officialiser ma fin de carrière professionnelle pour vraiment changer de cap. Parce que c'est vrai que étant compétiteur, là je suis toujours compétiteur, étant compétiteur et entraîneur en même temps, je t'avoue que c'est un peu compliqué voilà, parce que la double casquette, elle est un peu dure à porter. Je préfère en lâcher une et puis me consacrer 100% dans le rôle de l'entraîneur. Et c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui va, j'en suis certain, c'est ce qui va t'arriver. Voilà, c'était l'interview d'Yvan Mendy, le lion. Et bah écoute, tu nous as fait rugir en tout cas, Yvan. On te souhaite le meilleur et merci encore pour ce bon moment. Merci, Yvan. Merci pour l'interview et puis merci à tous les auditeurs de m'écouter. Voilà, c'est des mecs comme toi qui fait vivre la boxe. Donc continue à faire ce que tu fais. Franchement, c'est pas mal et puis ça permet de nous faire vivre aussi. Hein, c'est gentil. Mais surtout, toi, fais-nous éclore des nouvelles stars pour qu'on puisse en parler. Merci, Yvan. C'était un honneur. Un honneur. Je te souhaite un très bel été. Ciao. Ciao.